Bonjour Maria. Bonjour Rachid. On va s'intéresser, comme le fait la presse, aux intempéries qui concernent l'ensemble du pays. Oui, mais on le sait, on va rappeler ce qui s'est passé à Safi. Les crues soudaines provoquées par de violentes pluies orageuses dans la nuit du dimanche à lundi ont fait 37 morts, selon les autorités locales, rapporte Média 24. En 24 heures seulement, la ville a enregistré 46 mm de précipitations, dont l'impact a été dévastateur, notamment dans les quartiers proches de l'Oued Cheba. Et plus de 70 habitations et commerces ont été inondés, des dizaines de véhicules emportés, tandis que l'hôpital provincial Mohamed V a activé son plan d'urgence destiné justement aux personnes secourues. Et au-delà du choc humain, l'analyse interroge. Ces niveaux de pluie mettent en lumière la vulnérabilité de certaines zones urbaines face aux crues soudaines et l'urbanisation autour des WED et les limites des dispositifs de prévention. Une enquête judiciaire a d'ailleurs été ouverte pour déterminer les responsabilités. Et le même scénario s'est répété malheureusement dans le centre-est. Dans la province de Tinril, 4 personnes ont perdu la vie dans la vallée du Fzo après qu'un véhicule tout-terrain a été emporté par un oued en crue, rapporte La Vérité. Un drame typique des crues éclairs dans les zones semi-arides ayant subi de longs épisodes de sécheresse où la montée brutale des eaux ne laisse que très peu de marge de réaction. Et face à la multiplication des risques, la Direction générale de la météorologie nationale appelle à une vigilance maximale. Dans une déclaration relayée par le site Info, elle recommande d'éviter tout déplacement non nécessaire, de s'éloigner des oueds, zones basses et tunnels et de ne jamais tenter de traverser une zone inondée à pied ou à voiture. Et les autorités alertent également sur les dangers en zone montagneuse avec neige, gel et verglas. Les premières mesures de sécurité immédiates, la suspension des cours. Selon Le Matin, l'enseignement a été interrompu pour 3 jours dans l'ensemble de la province de Safi et à titre préventif dans plusieurs provinces du Nord, notamment à Tétouan, Mdiq Fnidak et Fahs Anjara, mais aussi à Essaouira afin de limiter les déplacements et protéger les élèves et aussi le personnel. Un signal clair face à des épisodes climatiques de plus en plus violents. L'urgence est autant humaine que préventive. Également évoqué par la presse ce matin, les conclusions du dernier sommet de la CEDEAO à Abuja. Réunis ce 14 décembre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont voulu envoyer un signal de continuité et de relance à l'issue d'une année symbolique marquant le cinquantenaire de l'organisation, rapporte Afrique Info. Au cœur des discussions, la stabilité politique régionale et l'accélération de l'intégration ouest-africaine. Le tout dans un contexte, on le sait, marqué par des crises persistantes et des recompositions institutionnelles. Sur le fond, les dirigeants ont aussi réaffirmé leur attachement aux principes démocratiques, à l'état de droit et à la légalité constitutionnelle, notamment après les tensions observées au Bénin, mais aussi en Guinée-Bissau. Et d'ailleurs, la CEDEAO a également acté la création à l'horizon 2026 d'une brigade régionale de plus de 1000 soldats destinés à lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les changements anticonstitutionnels. Et moment phare du sommet, l'attribution de la présidence de la commission de la CEDEAO au Sénégal pour le mandat 2026-2030. Une première pour Dakar, saluée comme une reconnaissance de son rôle moteur dans l'espace communautaire. Selon Séné+, les autorités sénégalaises y voient l'expression d'une confiance renouvelée et mettent en avant le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, appelé à peser sur la refondation politique et institutionnelle de l'organisation. Le tout dans un moment où elle le nécessite fortement. Reste la question sensible des relations avec l'AES. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté formellement la CEDEAO, les liens ne sont pas totalement rompus. Et comme le souligne Apagnou, ces 3 pays ont été admis comme membres non CEDEAO du DIABA, l'organisme régional de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et continuent de participer aux activités de la Banque d'investissement et de développement de l'organisation en tant que pays non régionaux. Et au-delà de la politique, la CEDEAO assume donc une approche pragmatique, maintenir des passerelles techniques, financières et sécuritaires avec l'AES, notamment face à une menace terroriste transfrontalière qui concerne l'ensemble de la sous-région. Une question aussi que se pose la presse ce matin, les normes internationales sont-elles des leviers ou alors des freins au développement ? Les normes, elles sont omniprésentes mais presque invisibles et aujourd'hui, elles structurent près de 90% du commerce mondial. C'est le constat dressé par la Banque mondiale dans son rapport sur le développement dans le monde 2025. Pour l'institution, bien conçue, elles facilitent les échanges, réduisent les coûts
diffusent le savoir-faire et protègent les consommateurs, à condition toutefois de les penser comme un processus progressif, d'abord en les adaptant aux réalités locales, en s'alignant sur les standards internationaux, puis en participant activement à leur élaboration. Mais sur le terrain, le tableau est plus contrasté. Un chiffre relayé par Financial Afrique illustre un certain malaise. Plus de 7000 nouvelles normes ont été adoptées rien qu'en 2024. Une inflation réglementaire qui pèse lourdement sur les pays en développement, souvent contraints d'appliquer des règles qu'ils n'ont ni négociées ni conçues. En moyenne, ces pays siègent dans moins d'un tiers des comités techniques de l'ISO. Or, être absent là où se fabriquent les normes, c'est laisser les économies avancées fixer les règles d'accès au marché, parfois au bénéfice des grandes entreprises déjà dominantes. Et pour Indermit Gill, chef économiste de la Banque mondiale cité dans l'article, ces normes constituent désormais la plus grande barrière au commerce mondial, souvent plus restrictive que les droits de douane eux-mêmes. Et le Maroc aussi, cette tension est connue au Maroc, elle est visiblement claire. Comme le souligne le 360, les normes internationales sont devenues incontournables pour accéder aux marchés stratégiques comme l'aéronautique, mais le risque est de s'aligner trop rapidement sans disposer des capacités nationales nécessaires pour les appliquer efficacement et sans infrastructures solides. Les normes peuvent pénaliser les PME et créer une dépendance extérieure plutôt que de renforcer la compétitivité. En résumé, les normes ne sont ni bonnes ni mauvaises pour le Maroc comme pour de nombreux pays en développement. Elles peuvent devenir un puissant levier de croissance à condition d'investir simultanément dans les capacités nationales, faute de quoi ce qui devait être un tremplin risque d'avoir l'effet inverse et freiner le développement. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le mardi 16 décembre 2025. Quel autre 16 décembre a donc marqué l'histoire ? Et on repart au XVIIIe siècle, comme aussi le lundi ou le mardi, ou hier justement. Oui, hier. Et je vous emmène au 16 décembre 1707. Au Japon, le mont Fuji, symbole de sérénité, entre brutalement en éruption. Des colonnes de cendres s'élèvent dans le ciel et tombent pendant des jours, perturbant la vie quotidienne d'une ville déjà dense pour l'époque. Et plus de 3 siècles plus tard, le volcan dort toujours, mais il n'a jamais cessé d'être actif. En 2025, d'ailleurs, cette année, le gouvernement japonais a diffusé une vidéo de simulation montrant les conséquences d'une éventuelle éruption majeure. Transport paralysé, pénurie, problèmes respiratoires, chaos urbain. Le message est clair, se préparer au pire n'est pas céder à la peur, c'est apprendre à vivre avec ce risque. Et cette leçon dépasse largement le Japon. En 2025, l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Les catastrophes climatiques se multiplient à travers le monde. Au Maroc, on le sait, avec ses crues soudaines, la sécheresse et les épisodes météorologiques violents. Tout cela rappelle que le dérèglement climatique agit comme un accélérateur de drame. Et comme le mont Fuji en 1707, la nature nous rappelle que l'exceptionnel peut devenir la norme, sauf si nous apprenons à écouter ces signaux et à ne pas y être indifférents. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, pour cette revue de presse et cet éphéméride. Tout cela a été très complet. Merci encore.